Saviez-vous que près de 93% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées? Si vous aimez ces histoires, je vous invite à appuyer sur le bouton s'abonner et à laisser un like. Cela m'aide énormément. Merci d'être là. Au fait, d'où regardez-vous cette vidéo? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Les mains de Tad Meriwether tremblaient légèrement sur le volant, mais pas à cause du froid. Le chauffage de la cabine fonctionnait presque trop bien, soufflant de l'air sec qui rendait ses yeux irrités et douloureux. Il conduisait depuis l'aube, transportant un chargement d'équipement minier de Billings vers Bozeman. Le ciel de novembre avait menacé de neige depuis les 160 derniers kilomètres. Maintenant, alors qu'il grimpait dans les montagnes le long de l'Interstate 90, cette menace devenait réalité. De gros flocons blancs commençaient à tomber dans le faisceau de ses phares, et le thermomètre du tableau de bord indiquait -5 degrés Celsius. Tad avait franchi le col de Bozeman plus de fois qu'il ne pouvait en compter en 15 ans de conduite. Il connaissait chaque virage, chaque pente, chaque borne kilométrique entre Livingston et Bozeman. Le col n'était pas particulièrement élevé selon les normes du Montana à un peu plus de 1800 mètres, mais il pouvait devenir mortel en hiver. La combinaison de l'altitude, du vent s'engouffrant dans le passage entre les montagnes, et des chutes de température soudaines créaient des conditions mortelles en quelques minutes. Le pire était la glace noire, cette couche invisible de gel qui se formait sur l'asphalte sans avertissement, si fine qu'on ne la voyait que lorsque les pneus commençaient déjà à glisser. Et à ce moment-là, il était généralement trop tard pour faire autre chose que prier. La radio CB grésilla, interrompue par des parasites. Puis une voix perça le silence. Trafic en direction et sur l'île 90, approchant le col de Bozeman. Attention, des rapports signalent des conditions glissantes près du kilomètre 274. Plusieurs véhicules tout-terrain sont sortis de la route il y a environ 20 minutes. Les patrouilles d'État sont sur place, mais recommandent des chaînes ou un arrêt jusqu'au passage des chasse-neige. La voie appartenait à un autre routier, probablement quelqu'un qui avait déjà dépassé le point dangereux et transmettait l'avertissement standard. Tad prit le micro et confirma la réception du message, puis regarda dans le rétroviseur pour voir si quelqu'un le suivait de près. L'autoroute était presque déserte, seules quelques lumières de feux arrière disparaissaient dans la neige tombante. Le kilomètre 274 était encore à environ 13 km, ce qui lui laissait le temps de réfléchir. Il pouvait s'arrêter à la prochaine sortie et attendre que la tempête passe, mais cela le mettrait en retard de plusieurs heures. La société minière de Bozeman avait besoin de cet équipement pour le matin, et il payait des tarifs premium pour une livraison express. D'un autre côté, aucune somme d'argent ne valait le risque de glisser hors d'une route de montagne avec un camion de 32 tonnes. Tad avait vu trop d'accidents au fil des ans. Trop de camions écrasés au fond des ravins pour prendre la conduite hivernale à la légère. Il relâcha légèrement l'accélérateur, réduisant sa vitesse de 95 à 80, puis à 70 km/h. Le moteur rétrograda avec un grognement sourd, et il sentit le frein moteur s'enclencher pour l'aider à contrôler sa vitesse sur la pente. La neige tombait plus fort maintenant, s'accumulant sur son pare-brise plus vite que les essuie-glaces ne pouvaient l'enlever. La visibilité se détériorait rapidement. Le monde au-delà de ses phares se réduisait à un tourbillon blanc. La chaussée semblait humide, mais pas glacée, les pneus adhéraient encore normalement alors qu'il négociait les courbes douces. Peut-être que les rapports étaient exagérés, pensa-t-il. Peut-être que le pire était derrière lui, et qu'il passerait sans incident. Mais alors qu'il formulait cette pensée, il sentit que quelque chose changeait. La tenue de route du camion devint légèrement plus légère. Les roues répondaient à ses mouvements avec un retard, créant une sensation flottante qui lui noua l'estomac. De la glace noire. Il était dessus cette couche invisible mortelle qui transformait l'asphalte en verre. Tad réagit immédiatement avec ses réflexes professionnels. Ses mouvements restaient fluides et minimaux. Pas de correction brusque, pas de freinage violent. Le camion dévia légèrement vers la ligne centrale, et il tourna doucement le volant pour compenser. Sentant les pneus glisser et reprendre, glisser et reprendre. Son cœur battait la chamade, mais sa respiration restait contrôlée. C'était gérable. Il avait conduit dans des conditions bien pires. L'important était de rester calme, de maintenir son élan, et de tenir jusqu'à ce qu'il atteigne une section de route avec une meilleure adhérence. Puis il vit les lumières. Des gyrophares rouges et bleus perçaient la neige devant lui. Le motif inconfondable des véhicules d'urgence. Sa première pensée fut le soulagement.
La patrouille d'État était déjà sur place, probablement en train de diriger la circulation autour d'un accident. Mais en s'approchant, quelque chose dans cette scène lui sembla étrange. Les lumières d'urgence étaient positionnées de manière inhabituelle, certaines sur l'accotement droit, d'autres sur le terre-plein central, et un ensemble semblait être au milieu des voies. Il ne voyait aucun véhicule, à part ce qui semblait être une seule voiture de patrouille, et il n'y avait ni fusées éclairantes ni triangle de signalisation. Aucun policier ne dirigeait la circulation. La radio CB grésilla à nouveau, mais cette fois, la voix était différente. Déformée, à peine audible à travers les vagues de parasites. Trafic est, kilomètre 274. Attention aux voies de croisement. La transmission se brisa complètement, ne laissant que du bruit blanc. Tad fronça les sourcils et attrapa le micro. Répétez, je n'ai pas bien compris. Vous êtes très mal. Aucune réponse. Il essaya encore, mais la CB était complètement silencieuse, à part un bourdonnement bas qui semblait battre au rythme de son cœur. Il frappa le côté de la radio avec sa paume, un geste qui ne réparait jamais rien, mais qui lui donnait l'impression de faire quelque chose. Le bourdonnement continua, inchangé. Il était presque arrivé aux lumières d'urgence, assez près pour voir qu'elles appartenaient effectivement à un véhicule de la patrouille d'État, un Ford Explorer blanc avec les marquages de la patrouille du Montana. Mais le véhicule semblait déformé. Il était positionné à un angle étrange, à cheval sur l'accotement et une partie de la voie de droite. Lorsque ses phares l'éclairèrent, il vit que le côté conducteur était complètement enfoncé, la porte froissée comme du papier d'aluminium. Les vitres étaient brisées, des fragments de verre de sécurité étincelants éparpillés sur la chaussée. Mais il n'y avait aucun policier visible, aucune ambulance, aucun camion de remorquage, seulement la voiture de patrouille accidentée, là, dans la neige qui tombait, ses lumières clignotant toujours. Le pied de Tad se dirigea vers le frein, mais s'arrêta. Toucher les freins sur de la glace noire pouvait le faire déraper, et la dernière chose dont il avait besoin était d'ajouter son camion à la catastrophe qui s'était déjà produite ici. Il laissa le camion ralentir naturellement, utilisant la compression du moteur pour réduire sa vitesse tout en essayant de comprendre ce qu'il voyait. La voiture de patrouille semblait avoir été percutée violemment, encastrée par quelque chose de grand et de lourd. Mais il n'y avait aucun autre véhicule visible, aucun champ de débris, rien pour indiquer ce qui l'avait frappé, seulement l'épave, seule dans la neige. Alors qu'il passait devant la voiture de patrouille, ses phares éclairèrent autre chose. Des traces dans la neige. Des traces fraîches traversant en diagonale les deux voies et depuis le terre-plein central vers l'accotement droit. Ce n'étaient pas des traces de pneus, pas exactement. C'étaient plutôt des sillons, deux lignes parallèles espacées d'environ 1,8 mètres, comme si quelque chose de lourd avait été traîné ou avait glissé à travers l'autoroute. Mais le motif n'avait pas de sens. Les sillons étaient trop uniformes, trop droits, et ils traversaient la position de la voiture de patrouille sans déviation, comme si ce qui les avait fait était simplement passer à travers le véhicule, au lieu de le percuter. La CB explosa soudainement de bruit, le faisant sursauter. Mais ce n'était pas une voix. C'était une tonalité et une note soutenue, aiguë et perçante, qui lui faisait mal aux dents. Il tendit la main vers le bouton de volume pour la baisser, mais avant que ses doigts ne l'atteignent, la tonalité s'arrêta et fut remplacée par cette même voix déformée qu'il avait entendue plus tôt. Kilomètre 274, 8 novembre, 23h47, collision est, véhicule multiple, conditions de glace noire. La voix lisait ce qui semblait être un rapport d'accident, mais la date était fausse. Aujourd'hui était le 8 novembre, mais il n'était que 21h30 selon l'horloge du tableau de bord. Et la voix continuait à répéter les mêmes informations encore et encore, comme un enregistrement coincé dans une boucle. Tad attrapa son téléphone dans le porte-gobelet et essaya de composer le 911, mais il n'y avait pas de réseau. Il était dans les montagnes, en pleine tempête, et la tour de téléphone la plus proche était probablement à des kilomètres. Il regarda dans ses rétroviseurs et vit que les lumières de la voiture de patrouille s'estompaient dans la neige derrière lui, les gyrophares rouges et bleus devenant de plus en plus faibles jusqu'à disparaître complètement. Il était seul sur l'autoroute maintenant, seulement lui, le camion et la neige qui tombait, et cette voix à la radio CB qui continuait à parler d'un accident qui ne s'était pas encore produit. Il essaya de se convaincre qu'il avait mal compris la situation. Peut-être que la voiture de patrouille était là depuis des heures et qu'il n'en avait tout simplement pas entendu parler. Peut-être que la transmission CB venait d'ailleurs, rebondissant sur les montagnes d'une manière qui la rendait déformée et étrange. Peut-être que les traces dans la neige provenaient d'un accident précédent qui avait déjà été dégagé.
Il y avait des explications logiques à tout si on y réfléchissait bien. Mais quelque chose en lui disait le contraire. Ici, quelque chose n'allait pas. Pas seulement à cause de la mauvaise météo et des routes glacées. Le camion glissait plus qu'il ne roulait maintenant. La glace noire créait une surface sans friction qui rendait la direction presque inutile. Tad sentait qu'il déviait vers l'accotement droit. La remorque le poussait sur le côté malgré ses tentatives de correction. Il devait trouver un endroit pour s'arrêter, pour attendre que la tempête et la glace passent, et tout ce qui se passait sur cette portion d'autoroute. Mais l'accotement était étroit et inégal, descendant abruptement sur la droite dans l'obscurité. S'il s'arrêtait trop loin, il risquait de faire basculer tout le camion dans le talus. Le kilomètre 275 passa sur sa droite, à peine visible à travers la neige. 1 kilomètre après la voiture de patrouille. La CB diffusait toujours ce message en boucle, la voix mécanique et sans émotion. Kilomètre 274, 8 novembre, 23h47. Tad tendit la main et changea la radio sur le canal 17, espérant échapper à la transmission étrange. Silence. Il essaya le canal 9, le canal d'urgence. Encore du silence. Quand il revint sur le canal 19, la voix était toujours là, répétant les mêmes informations, comme s'il n'avait jamais quitté le canal. Puis il les vit. Des empreintes de pas. Des empreintes de pas humaines, clairement visibles dans la neige fraîche sur l'accotement droit de l'autoroute. Elles apparurent soudainement, comme si quelqu'un avait surgi de nulle part sur la chaussée, et elles couraient parallèlement à la route sur environ 50 mètres avant de s'orienter vers le terre-plein central. Les phares de Tad les suivirent alors qu'ils passaient, et il pouvait voir qu'elles étaient fraîches, les bords étaient encore nets et définis. Mais cela n'avait aucun sens. Il venait de passer cette section de l'autoroute quelques secondes plus tôt, et il n'y avait personne là, personne qui marchait, aucun automobiliste en détresse, rien. Pourtant, les empreintes étaient là, claires comme le jour. Il était sur le point de prendre le micro de la CB pour demander si quelqu'un d'autre voyait cela quand ses phares captèrent quelque chose dans le terre-plein central. Une silhouette immobile au centre de la bande d'herbe qui divise les voies et ouest. Elle était trop loin, et la neige était trop dense pour distinguer les détails. Mais la forme était indéniablement humaine. Grande, portant ce qui semblait être un long manteau ou une veste, simplement debout là, face à l'autoroute, ne bougeant pas, ne faisant pas de signe pour demander de l'aide ou essayer de l'arrêter, juste en train de regarder. Le souffle de Tad se bloqua dans sa gorge. Chaque instinct lui hurlait de continuer à conduire, de ne pas s'arrêter, de ne pas enquêter. Mais et si c'était quelqu'un qui avait besoin d'aide? Et si c'était un policier de la voiture de patrouille accidenté, blessé et désorienté? Il relâcha encore plus l'accélérateur, réduisant la vitesse du camion à un rythme d'escargot. La silhouette ne bougea pas, ne réagit pas du tout à son approche. Et alors qu'il se rapprochait, Tad réalisa quelque chose qui lui glaça le sang. La silhouette ne se tenait pas sur la neige. Elle était dans la neige, comme si elle y était restée assez longtemps pour s'enfoncer de plusieurs centimètres. Mais la neige n'avait commencé à tomber abondamment que depuis les 20 dernières minutes. La CB grésilla. Ne vous arrêtez pas. Une voix différente cette fois. Claire et urgente. Trafic est au kilomètre 275. Ne vous arrêtez pas, continuez. Éloignez-vous du col. Tad attrapa le micro. Qui est-ce? Qu'est-ce qui se passe ici? Aucune réponse, juste des parasites. Il réessaya. C'est Meriwether en direction est, transportant du matériel minier. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Il y a quelqu'un debout dans le terre-plein, et je pense qu'il a peut-être besoin d'aide. Les parasites continuèrent pendant un long moment. Puis la voix revint, plus faible cette fois. Pas quelqu'un. Continuez. Les mains de Tad tremblaient à nouveau, plus fort maintenant. Il appuya sur l'accélérateur et sentit le camion bondir en avant sur la glace, les pneus patinant une seconde avant de trouver de l'adhérence. Il avait dépassé la silhouette maintenant, mais il ne pouvait s'empêcher de regarder dans le rétroviseur côté passager. La silhouette était toujours là, toujours immobile, mais maintenant elle s'était tournée. Elle faisait face à sa direction, le regardant s'éloigner. Et bien que la distance dans la neige rende les détails impossibles à distinguer, Tad avait la certitude écrasante que la silhouette n'avait pas de visage, juste une étendue vide là où les traits auraient dû être. Il conduisit plus vite, poussant le camion à 80 km/h malgré la glace, malgré la neige, malgré toutes les règles de conduite hivernale sûres. Il devait descendre de cette montagne,
Atteindre un endroit avec des lumières, des gens et de la normalité. La radio CB était maintenant silencieuse, même la statique avait disparu, comme si le radio avait été débranché. Son téléphone ne montrait toujours aucun signal. Les horloges du tableau de bord indiquaient 21h47 et exactement 17 minutes de plus que la dernière fois qu'il avait regardé, bien que cela semblait comme si des heures s'étaient écoulées. Kilomètre 276. Kilomètre 277. La chute de neige s'était légèrement atténuée, la visibilité s'était améliorée de presque 0 à peut-être 100 mètres. Maintenant, Thad pouvait mieux voir la route devant lui. Il grimpait vers le sommet du col. Encore 1 kilomètre et il commencerait la descente vers Bosemont, loin des pires conditions météorologiques, où la chaussée serait plus claire et la glace moins épaisse. Encore un seul kilomètre. Et c'est alors qu'il vit le véhicule. Il se trouvait sur les voies et devant lui, en travers des deux voies, un SUV sombre avec ses feux de détresse clignotant faiblement. Alors que les phares de Thad l'éclairaient, il pouvait voir de la vapeur ou de la fumée s'élever dessous le capot, et la porte côté conducteur était grande ouverte. Mais comme pour la voiture de patrouille, personne n'était visible. Aucun conducteur, aucun passager, personne debout sur l'accotement en attente d'aide. Juste un véhicule abandonné bloquant l'autoroute. Ses pensées se bousculaient. Il glissait toujours sur la glace, se déplaçait toujours trop vite pour s'arrêter en toute sécurité. Le SUV était directement sur son chemin, et s'il essayait de l'éviter, il risquait soit de faire un tête-à-queue avec la remorque, soit de sortir complètement de la route. Il avait environ 3 secondes pour prendre une décision. Son pied se déplaça vers le frein, le touchant légèrement, sentant le système anti-blocage pulser sous sa botte. Le camion trembla, ralentissant mais ne s'arrêtant pas, et il tourna doucement le volant vers la gauche, visant l'étroit espace entre le SUV et le terre-plein central. La remorque se balança derrière lui, les roues arrière perdant leur adhérence et commençant à déraper. Thad sentit le camion commencer à faire un tête-à-queue, sentit le contrôle lui échapper. Il contrebraqua instinctivement, tournant dans le dérapage, et d'une manière ou d'une autre, miraculeusement, la remorque se remit droite. Il passa devant le SUV avec peut-être 15 cm de marge à gauche, assez près pour voir à travers la porte ouverte du conducteur, assez près pour voir que l'intérieur était vide, à l'exception d'un téléphone portable posé sur la console centrale, son écran brillant toujours. Puis il le dépassa, le SUV rétrécissant dans ses rétroviseurs, et il était toujours debout, toujours en mouvement, toujours sur la route. La descente commença, la pente s'inclinant vers le bas, et Thad sentit que le camion voulait accélérer. Il garda son pied loin du frein et utilisa le frein moteur et la transmission pour contrôler sa vitesse, laissant la gravité et la friction faire leur travail. La neige était définitivement moins dense maintenant, le vent moins intense. Il allait y arriver. Il allait descendre de cette montagne et atteindre Bosemont. Et il ne conduirait plus jamais sur le col de Bosemont la nuit en hiver aussi longtemps qu'il vivrait. Le kilomètre 278 apparut sur sa droite. Puis le 279. La glace commençait à se briser. Des plaques de chaussée mouillées apparaissaient entre les sections gelées. La prise de Thad sur le volant se relâcha légèrement, sa respiration devint plus facile. Qu'importe ce qu'il avait vécu là-haut, près du sommet. Qu'importe les choses étranges qu'il avait vues, elles étaient derrière lui maintenant. Il avait réussi. Mais même alors que le soulagement l'envahissait, une partie de son esprit cataloguait les impossibilités. La voiture de patrouille accidentée sans scène d'accident. Les empreintes de pas apparues de nulle part. La silhouette dans le terre-plein. Le SUV bloquant la route. Et cette voix à la radio CB rapportant un accident à 23h47 le 8 novembre, plus de 2 heures avant qu'il ne puisse se produire. La CB s'anima soudainement, claire comme une cloche, comme si les étranges interférences n'avaient jamais existé. Trafic en direction est, descendant du col de Bosemont. Comment la route vous traite-t-elle? C'était une voix différente, amicale et décontractée, la conversation standard des routiers. Thad prit le micro, surpris de la fermeté de sa voix. C'est Mary Wiwitter en direction est. Les routes s'améliorent après le kilomètre 280. Il y a encore de la glace près du sommet, cependant. Vous feriez mieux de mettre des chaînes si vous allez vers l'ouest. Une pause. Puis l'autre conducteur répondit. Compris. Je n'ai pas entendu de rapport d'accident ce soir, donc c'est une bonne nouvelle. Conduisez prudemment. Aucun rapport d'accident. Thad pensa à la voiture de patrouille, au SUV, à tout ce qu'il avait vu.
Il faillit demander à l'autre conducteur s'il avait croisé des épaves ou des véhicules d'urgence, mais quelque chose l'en empêcha. Que pourrait-il dire? Qu'il avait vu des véhicules qui n'étaient peut-être pas là? Qu'il avait reçu des transmissions CB du futur? Qu'une figure sans visage l'avait observé depuis le terre-plein? Il aurait l'air fou. Ou pire, il aurait l'air de quelqu'un souffrant d'hypnose routière ou d'hallucinations induites par la fatigue. Alors, au lieu de cela, il se contenta d'acquiescer et remit le micro à sa place. Kilomètre 282. Les lumières de Bosemont étaient maintenant visibles, une lueur chaude à l'horizon promettant civilisation et sécurité. Les mains de Thad avaient enfin cessé de trembler, mais son esprit tournait toujours, essayant de donner un sens à ce qui s'était passé. Il avait traversé quelque chose là-haut sur le col, vécu quelque chose qui défiait toute explication. Mais quoi? Une prémonition? Un glissement temporel? Un avertissement? Ou simplement le produit du stress, de la mauvaise météo et d'un esprit fatigué jouant des tours? Il ne le saurait jamais avec certitude, mais alors qu'il guidait son camion vers le fond de la vallée, vers le dépôt de livraison, un repas chaud et un lit doux, Thaddeus Merriweather se fit une promesse. Demain, il vérifierait les rapports d'actualité, écouterait le scanner de la police, peut-être même appellerait le dispatch de la patrouille d'État pour demander s'il y avait eu des accidents sur le col de Bosemont le 8 novembre. Et s'il découvrait qu'il y avait eu un accident au kilomètre 274 à 23h47, s'il apprenait qu'un véhicule de la patrouille d'État avait été percuté et endommagé exactement à ce moment et à cet endroit, alors il saurait. Il saurait que ce qu'il avait vécu n'était pas une hallucination ou un rêve. Il saurait que, d'une manière ou d'une autre, impossiblement, on lui avait donné un aperçu de quelque chose qui ne s'était pas encore produit. Un avertissement sur la glace. Le terminal de livraison à Bosemont était calme lorsque Thad y arriva un peu après 23 heures. Le gardien à la porte, un homme corpulent avec une barbe grise, lui fit signe de passer sans grand intérêt, à peine levant les yeux de son téléphone. Thad recula le camion jusqu'au quai numéro 7 et coupa le moteur, mais ne sortit pas immédiatement. Il resta assis dans l'obscurité de la cabine, écoutant le moteur crépiter en refroidissant, regardant la neige continuer à tomber dans les flaques jaunes des lumières du parking. Ses mains avaient cessé de trembler une heure plus tôt, mais le souvenir de ce qu'il avait vu sur le col était toujours vif, refusant de s'estomper dans le flou réconfortant de la fatigue routière. Il descendit enfin du camion et entra dans le bureau du terminal pour remplir les papiers. La gérante de nuit, une femme mince dans la quarantaine avec les cheveux tirés en un chignon serré, traita son bon de livraison avec une indifférence efficace. « L'équipement n'est pas nécessaire avant demain matin de toute façon, dit-elle en tamponnant les formulaires. Vous pouvez vous garer sur le parking pour la nuit si vous voulez. Il y a un dîner à 2 pâtés de maison à l'est qui est ouvert 24 heures sur 24. Thad la remercia et lui demanda si elle avait entendu parler d'accidents sur le col ce soir-là. Elle secoua la tête. C'est calme. La tempête a tenu la plupart des véhicules éloignés des routes. Vous avez eu des problèmes en venant? Il hésita, puis se contenta de dire que la glace était mauvaise près du sommet et en resta là. Le dîner s'appelait le Grizzly Peak, et il avait exactement la même apparence que tous les autres restaurants routiers que Thad avait fréquentés, des box en vinyle, des tables en stratifie, des lumières fluorescentes qui donnaient à tout le monde un air légèrement malade, et l'odeur de café et de graisse de friture flottant dans l'air. À cette heure-ci, il n'y avait que 3 autres clients, tous assis seuls à des box séparés, fixant leur téléphone ou leur tasse de café. Thad prit place au comptoir et commanda des œufs, des pommes de terre rissolées et un café noir à une serveuse dont la plaque indiquait ainsi. Elle avait peut-être 60 ans, avec des cheveux routins et le sourire pratiqué de quelqu'un qui travaillait de nuit depuis des décennies. « Vous venez de traverser le col ?» demanda Tancy en lui versant son café. Thad hocha la tête. « Les routes sont assez mauvaises là-haut ?» Elle enveloppa ses mains autour de la tasse chaude et attendit sa réponse. La glace était assez mauvaise autour du kilomètre 274. J'ai vu des véhicules d'urgence. On aurait dit qu'il y avait peut-être eu un accident plus tôt. L'expression de Tancy ne changea pas. C'est un mauvais tronçon en hiver. Beaucoup de gens ont été perdus là-haut au fil des ans. La glace se forme si vite que parfois les conducteurs ne savent même pas qu'ils sont dessus jusqu'à ce qu'ils glissent. Elle s'éloigna pour passer sa commande, et Thad sortit son téléphone. Toujours pas d'appel manqué du dispatch. Pas de message, rien d'inhabituel. Il ouvrit un navigateur et chercha accident col de Bosemont 8 novembre, mais les résultats ne montraient rien de récent, seulement de vieux articles de presse sur des accidents précédents,
des avis météorologiques et des rapports sur les conditions routières. La nourriture arriva, et Tad mangea mécaniquement, à peine conscient du goût, son esprit essayant toujours de traiter ce qu'il avait vécu. La voiture de patrouille accidentée était réelle. Il en était certain. Il avait vu la porte endommagée, les fenêtres brisées, les lumières d'urgence clignotant toujours. Mais s'il y avait eu un accident assez grave pour écraser un véhicule de patrouille comme ça, où étaient les autres secours? Où était l'ambulance, le camion de pompiers, les dépanneuses? Où était le policier qui la conduisait? Et qu'en était-il de ces traces dans la neige? Ces sillons parallèles qui semblaient traverser l'endroit où se trouvait la voiture de patrouille. Qu'est-ce qui aurait pu laisser de telles marques? Il tournait ses pensées en rond lorsque Tansy revint pour lui remplir son café. « Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme là-haut sur le col, » dit-elle. Et bien que son ton était léger, ses yeux étaient sérieux. Tad croisa son regard et vit quelque chose là-dedans. Une lueur de compréhension, comme si elle avait déjà entendu ce genre d'histoire auparavant. « Juste fatigué, dit-il. Longue journée. » Elle hocha lentement la tête. « Mon mari conduisait des camions, il a fait la route Billings-Bozeman pendant 30 ans. Il m'a dit une fois que le passé devient parfois étrange, surtout en hiver. Il a dit qu'il y a des nuits où les choses ne s'alignent pas tout à fait, où l'on voit des choses qui se sont peut-être déjà produites ou qui ne se sont pas encore produites. Il a arrêté de conduire la nuit après un certain temps. Il n'a jamais dit exactement pourquoi, juste que ça n'en valait pas la peine. » Avant que Tad ne puisse répondre, la porte du dîner s'ouvrit et un policier entra, secouant la neige de ses bottes. Il était jeune, peut-être au début de la trentaine, avec des cheveux foncés coupés courts et le genre de visage buriné qui vient de passer trop de temps à l'extérieur dans des conditions difficiles. Sa plaque indiquait Arroway. Tansy le salua par son prénom et lui versa du café sans demander. Lucien Arroway prit place de tabouret plus loin de Tad et enveloppa ses mains autour de la tasse exactement comme Tad l'avait fait. « Une sacrée nuit, dit-il à personne en particulier. J'ai répondu à des appels depuis 6 heures. Plusieurs sorties de route, quelques jackkniffs, un mort au-delà de Livingston. » Le pouls de Tad s'accéléra. Quelque chose sur le col autour du kilomètre 274? Arroway se tourna pour le regarder, ses yeux de flic cataloguant et évaluant automatiquement. « Pas que j'ai entendu. »« Pourquoi, vous avez vu quelque chose là-haut » Tad choisit ses mots avec soin. « J'ai cru voir des lumières d'urgence. On aurait dit qu'une voiture de patrouille avait eu un accident, mais quand je me suis approché, il n'y avait personne autour. » L'expression de Arroway changea. Devint plus garde. « À quelle heure était-ce » Tad regarda son téléphone. Vers 21h30, peut-être 21h45. Le policier resta silencieux un moment, puis secoua la tête. « Nous n'avions aucune unité dans cette zone ce soir. Les coupes budgétaires nous ont étirés trop finement. La voiture la plus proche du col aurait été la mienne, et j'étais dans la vallée toute la soirée. » Quelque chose dans la manière dont Arroway le dit sembla étrange à Tad, comme si le policier était honnête, mais pas complètement franc. « La voiture que j'ai vue avait les marquages de la patrouille d'État du Montana, » insista Tad. Un Ford Explorer blanc, il avait l'air d'avoir été percuté latéralement. Les lumières clignotaient toujours, mais il n'y avait personne. La mâchoire de Arroway se crispa. Il jeta un regard à Tansy, et Tad vit qu'elle secouait légèrement la tête, un geste si subtil qu'il faillit le manquer. « Comme je l'ai dit, » répéta Arroway, « nous n'avions pas de voiture là-haut ce soir. Peut-être que vous avez vu une vieille épave qui n'avait pas encore été enlevée. Ou peut-être que la météo vous jouait des tours. Ça arrive parfois lors de fortes chutes de neige. » Tad savait qu'on le congédiait. Savait que le policier ne lui donnerait pas plus d'informations. Mais le regard qui avait passé entre Arroway et Tansy lui disait que tous deux savaient quelque chose qu'ils ne disaient pas. Il décida de pousser un peu plus. « Et la radio CB ? J'écoutais le canal 19 et j'ai entendu quelqu'un faire un rapport d'accident pour le kilomètre 274. Il a dit que l'heure était 23h47. Mais c'était impossible parce qu'il n'était que 21h30 quand je l'ai entendu. » L'expression de Arroway changea complètement. Le masque professionnel du policier glissa, et pendant un instant, Tad vit autre chose en dessous, quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Vous avez entendu cette transmission » demanda le policier à voix basse. Tad hocha la tête. Claire comme le jour. Elle répétait les mêmes informations encore et encore. Kilomètre 274. 8 novembre, 23h47.
Collision de plusieurs véhicules. Conditions de glace noire. Le dîner devint très silencieux. Même les autres clients semblaient écouter maintenant, bien qu'ils ne regardaient pas directement la conversation. Tansy s'était immobilisé, debout figé avec la cafetière à la main. Arroway fixa Tad pendant un long moment, puis sembla prendre une décision. « Combien de temps prévoyez-vous de rester en ville » demanda-t-il. « J'ai quelque chose à vérifier, et je devrais peut-être vous reparler demain. » Tad haussa les épaules. « Je suis vide jusqu'à ce que mon dispatch me trouve une autre charge. Je peux être ici un jour ou deux. » Arroway sortit une carte de visite et la fit glisser sur le comptoir. « Appelez-moi demain matin. Pas sur la ligne du département. Utilisez mon numéro de portable au dos. Et ne parlez à personne d'autre de ce que vous avez vu ce soir. » Pas encore. Avant que Tad ne puisse demander pourquoi, Arroway se leva, posa un billet de $5 sur le comptoir et sortit du dîner sans toucher à son café. À travers la fenêtre, Tad le regarda s'asseoir dans sa voiture de patrouille pendant plusieurs minutes, parler à sa radio avant de finalement s'éloigner. Tansy s'approcha et remplit la tasse de Tad, bien qu'elle soit encore presque pleine. « Lucien Arroway est un bon homme, dit-elle doucement. S'il dit de ne pas en parler, il y a probablement une raison. Cette ville a une longue mémoire, et certaines choses valent mieux qu'on les laisse tranquilles. » Tad voulait demander ce qu'elle voulait dire, mais quelque chose dans son expression lui dit qu'elle avait déjà dit plus qu'elle ne l'avait voulu. Il termina son repas en silence et paya l'addition. Dehors, la neige avait cessé et le ciel commençait à se dégager, révélant des plaques d'étoiles entre les nuages. La température avait encore baissé, et la respiration de Tad formait des nuages blancs dans l'air alors qu'il marchait vers le terminal. Les rues de Bozeman étaient presque désertes, seules quelques voitures avançaient lentement sur les routes glacées, leurs phares créant des cônes de lumière qui se chevauchaient dans l'obscurité. Son camion était là où il l'avait laissé, garé dans le parking sécurisé derrière le terminal, et il grimpa dans la couchette avec l'intention de se reposer quelques heures avant le matin. Mais le sommeil ne vint pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait cette voiture de patrouille accidentée, la figure sans visage debout dans le terre-plein, ses traces impossibles coupant à travers la neige. Il resta allongé dans l'obscurité, écoutant le tic-tac et le grincement du moteur qui refroidissait, regardant les ombres bouger sur le plafond de la couchette alors que les phares de la rue passaient. Vers 1h, il abandonna et grimpa à nouveau sur le siège du conducteur, allumant la radio CB, plus par habitude que par un véritable but. La radio s'anima et il balaya les canaux, écoutant les conversations tardives des autres conducteurs dispersés à travers les États de l'Ouest. Sur le canal 19, il entendit les voix familières des routiers échangeant des histoires et des informations. Quelqu'un parlait de la météo dans le Wyoming. Un autre se plaignait des tarifs de chargement. Une conversation normale, confortable et banale. Tad était sur le point d'éteindre la radio lorsqu'il l'entendit à nouveau. La même voix, le même ton mécanique perçant les autres transmissions. Kilomètre 274, 8 novembre, 23h47, collision est, plusieurs véhicules, conditions de glace noire. La même boucle qu'il avait entendue sur le col, se répétant sans fin. Tad attrapa le micro. « Qui est-ce ? Identifiez-vous. » La transmission continua, l'ignorant. Kilomètre 274. 8 novembre, 23h47. D'autres voix interviennent maintenant. D'autres conducteurs entendaient la diffusion étrange. Quelqu'un a un micro bloqué, dit l'un. Doit transmettre en boucle d'une manière ou d'une autre, dit une autre voix, plus âgée et plus usée. Ce n'est pas un micro bloqué. C'est le col. Vous, les nouveaux, n'avez probablement jamais entendu ça avant, mais cette transmission arrive par intermittence depuis des années. Toujours le même message, toujours à propos d'un accident au 274. Tad prit à nouveau le micro. C'est Meriwether. J'ai traversé le 274 ce soir et j'ai vu une voiture de patrouille accidentée là-bas. Cette transmission est-elle liée à cela ? La voix plus âgée répondit immédiatement. Vous l'avez vu ? L'explorer avec la porte écrasée. Tad confirma. Alors vous avez de la chance d'être encore en vie pour nous parler, continua la voix. La plupart des gens qui voient cette voiture ne quittent pas le col. La CB explosa avec plusieurs voix, tout le monde essayant de parler en même temps. Quelqu'un traitait le vieux conducteur de fou, disant que ce n'était qu'une légende locale. Un autre défendait l'histoire, affirmant que son frère avait vu la même chose dans les années 80. Tad essaya de se frayer un chemin à travers le bruit.
Quelqu'un peut-il expliquer ce qui se passe? Qu'est-ce que cette voiture de patrouille? La voix plus âgée revint. Et cette fois, les parasites étaient moins prononcés, comme si le conducteur s'était rapproché. C'est un fantôme, mon gars. Un avertissement. Cette transmission que vous avez entendue, c'est un vrai rapport d'accident qui s'est produit en 1987. Un policier nommé Whitlock répondait à un carambolage de plusieurs véhicules au kilomètre 274 pendant une tempête hivernale. Conditions de glace noire, comme le dit le message. Elle a été percutée par un semi-remorque qui avait perdu le contrôle, encastré directement sur le côté conducteur. L'a tué sur le coup. Tad sentit un frisson malgré le chauffage en marche. Whitlock. C'était le nom du policier. La voix confirma. Tansy Whitlock, une jeune femme, elle n'avait travaillé dans la police que depuis environ 3 ans. On dit qu'elle essayait d'avertir le trafic en direction et de la glace quand elle a été percutée. Et depuis, lors de certaines nuits, sa voiture de patrouille apparaît là-haut sur le col. Certaines personnes la voient, d'autres non, mais tous ceux qui la voient entendent cette transmission en son dernier rapport avant l'accident. Et le truc, c'est qu'elle est toujours datée dans le futur. Peu importe à quelle heure vous l'entendez, elle est toujours quelques heures en avance. Comme si elle essayait d'avertir les gens de ce qui va arriver. L'esprit de Tad tournait à toute vitesse. Tansy Whitlock. La serveuse du dîner s'appelait Tansy. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Le policier Whitlock était-il lié à quelqu'un à Bozeman? Le vieux conducteur ne savait pas, mais une autre voix intervint. Sa mère vit encore ici. Elle possède le dîner Grizzly Peak. Une femme très gentille. Elle dirige cet endroit depuis 40 ans. Elle ne parle jamais de ce qui est arrivé à sa fille, cependant. Les morceaux du puzzle s'assemblaient, et Tad n'aimait pas l'image qu'il formait. La serveuse, qui lui avait parlé de son mari routier, qui l'avait averti que certaines choses valaient mieux qu'on les laisse tranquilles. Elle avait perdu sa fille sur ce col, vivait avec cette perte depuis plus de 30 ans. Il était sur le point de poser plus de questions lorsque la CB s'éteignit à nouveau. Pas de statique, pas d'interférence, juste un silence complet, comme si quelqu'un avait débranché chaque radio de l'État. Tad changea de canaux, essaya différentes fréquences, mais n'obtint rien. Son téléphone indiquait qu'il était 1h47, et à l'extérieur du camion, il pouvait entendre des sirènes au loin, se rapprochant. Plusieurs véhicules, à en juger par le son, tous se dirigeant dans la même direction. Il sortit de la cabine et se dirigea vers le bord du parking, d'où il pouvait voir la rue. Des camions de pompiers et des ambulances passaient en trombe, leur lumière peignant la neige en rouge et blanc alors qu'ils se dirigeaient vers l'ouest, vers l'Interstate, vers le col de Bozeman, vers le kilomètre 274. Et selon son téléphone, il était exactement 2 heures avant que 23h47 n'arrive. Tad sortit la carte de visite que Arroway lui avait donnée et composa le numéro de portable au dos. Le policier répondit à la deuxième sonnerie, semblant parfaitement éveillé malgré l'heure tardive. Arroway, dit Tad sans préambule. Il y a un accident qui se produit en ce moment sur le col, n'est-ce pas? Au kilomètre 274. Un long silence. Puis Arroway soupira. Comment l'avez-vous su? Tad expliqua la transmission radio, ce que les autres conducteurs lui avaient dit, le schéma. Chaque fois que quelqu'un voit cette voiture de patrouille et entend cette transmission, un accident se produit réellement 2 heures plus tard? Pas à chaque fois, dit Arroway à voix basse. Mais assez souvent pour que nous le prenions au sérieux. J'ai reçu l'appel il y a environ 20 minutes. Un semi-remorque a fait un tête-à-queue sur la glace au 274. Il a emporté 2 véhicules de tourisme et un autre camion. 3 morts pour l'instant, peut-être plus. Nous travaillons encore sur les lieux. Les jambes de Tad devinrent faibles. J'ai traversé ce même endroit ce soir. Si j'avais été 2 heures plus tard. Il n'a pas terminé sa phrase. Arroway l'a terminé pour lui. Vous auriez été droit au milieu. Quoi qu'il ait vu là-haut, quoi qu'il ait entendu à la radio, cela lui avait sauvé la vie. Le policier Whitlock essayait toujours de faire son travail, essayait toujours d'avertir les gens, même 37 ans après sa mort en le faisant. Tad pensa à la figure sans visage qu'il avait vue dans le terre-plein, à la manière dont elle s'était tournée pour le regarder passer. Était-ce Tansy Whitlock? Était-elle toujours là-haut sur le col, veillant toujours, essayant toujours d'empêcher le genre de tragédie qui lui avait coûté la vie? Et le SUV que j'ai vu bloquant la route, demanda-t-il. Faisait-il aussi partie de l'avertissement?
Arroway resta silencieux un moment. Je ne sais pas. Les rapports de 87 mentionnaient un Ford Bronco qui était impliqué dans le carambolage, bloquant les voies. Peut-être que c'est ce que vous avez vu. Peut-être que toute la scène se déroule de la même manière à chaque fois, comme un enregistrement. Ou peut-être qu'elle vous montre ce qui va arriver, en essayant de vous faire comprendre le danger. Ils parlèrent encore quelques minutes, Arroway expliquant qu'il aurait besoin d'une déclaration formelle le matin, qu'il y aurait des questions sur ce que Tad avait vu et entendu. Mais il était clair que le policier le croyait déjà, connaissait déjà l'histoire parce qu'il l'avait probablement entendue auparavant de la part d'autres conducteurs. Quand ils raccrochèrent, Tad retourna à son camion et grimpa dans la couchette. Cette fois, il n'essaya pas de dormir. Il resta simplement allongé dans l'obscurité, pensant à une jeune policière nommée Tansy Whitlock, qui était morte en essayant de sauver des vies et qui, apparemment, n'avait pas laissé la mort l'empêcher de continuer cette mission. À exactement 23h47 ou plutôt 23h47 le lendemain, puisque l'horloge avait dépassé minuit, Tad alluma la radio CB une dernière fois. La transmission arriva immédiatement, claire et forte. Kilomètre 274. 8 novembre, 23h47. Collision est. Plusieurs véhicules, conditions de glace noire. Mais cette fois, après la boucle standard, il y avait autre chose. Une voix de femme, jeune et claire, parlant directement à travers les parasites. Conduisez prudemment. Les routes peuvent se retourner contre vous en un clin d'œil. Méfiez-vous de la glace. Puis le silence. Tad attrapa le micro. Policier Whitlock, est-ce vous? Aucune réponse. Juste le bavardage normal de la CB qui reprenait. Des conducteurs parlant d'itinéraire, de météo et de tous les détails banals de la vie sur la route. Mais Tad savait ce qu'il avait entendu. Il savait que quelque part sur le col de Bozeman, dans la neige, l'obscurité et le froid, Tansy Whitlock était toujours en service. Toujours en train de protéger les voyageurs, toujours en train de faire son travail de la seule manière possible pour elle. Et il savait que sa mère, servant du café et des œufs dans un dîner à 2 pâtés de maison de là, portait le poids de cette connaissance chaque jour, incapable d'en parler, incapable d'expliquer que sa fille n'était jamais vraiment partie. Alors que l'aube commençait à poindre sur les montagnes, peignant la neige en rose et or, Tad prit une décision. Quand son dispatch l'appellerait avec une nouvelle charge, il la refuserait si cela signifiait conduire à travers le col de Bozeman. Il trouverait d'autres itinéraires, d'autres emplois, d'autres moyens de gagner sa vie. Non pas parce qu'il avait peur, bien qu'il l'était, mais parce que certaines routes exigeaient un prix pour le passage qu'il n'était pas prêt à payer, et parce qu'il comprenait maintenant que les avertissements qu'il avait reçus ne concernaient pas seulement le danger physique. Ils concernaient quelque chose de plus profond, quelque chose qui persistait dans les lieux où la tragédie s'était produite, quelque chose qui ne pouvait se reposer jusqu'à ce que son travail soit accompli. Le soleil se leva complètement, brûlant les derniers nuages, et Bozeman s'anima autour de lui. Mais Tad savait qu'il ne verrait plus jamais cette ville ni cette autoroute de la même manière. Tad passa la matinée suivante au bureau de la patrouille d'État à faire sa déclaration à Lucien Arroway. Le bureau du policier était une petite pièce à l'arrière du bâtiment. Les murs étaient couverts de cartes et de rapports d'incidents. Une cafetière gargouillait dans un coin, semblant ne pas avoir été nettoyée depuis des mois. Arroway prenait des notes à la main, à l'ancienne, remplissant des formulaires de lettres d'imprimerie soignées tandis que Tad racontait tout ce qu'il avait vu sur le col la nuit précédente, l'exploré accidenté, les traces dans la neige, la figure dans le terre-plein, la transmission CB. Arroway écoutait sans interruption, son expression neutre, ne laissant rien transparaître. Quand Tad eut terminé, Arroway posa son stylo et se renversa dans sa chaise. « Je dois vous montrer quelque chose, dit-il. » Il ouvrit un classeur et en sortit un dossier épais, du genre qui s'épaissit au fil des années. Des pages jaunies par l'âge se mélangeaient à des impressions plus récentes. Il étala des photographies sur son bureau, et Tad sentit son estomac se nouer. C'étaient des photos de la scène de l'accident de 1987, prises lors d'une nuit d'hiver qui ressemblait étrangement à celle que Tad venait de traverser, la neige tombant, les lumières d'urgence se reflétant sur la glace, et là, au centre de plusieurs clichés, se trouvait le Ford Explorer blanc avec la porte côté conducteur écrasée, exactement comme Tad l'avait vu. Celles-ci ont été prises à 23h52 le 8 novembre 1987, dit Arroway à voix basse, 5 minutes après que le policier Whitlock ait radio son emplacement au kilomètre 274. Le semi-remorque qui l'a percuté se dirigeait vers l'est. Le conducteur a perdu le contrôle sur la glace noire.
Il n'a pas pu s'arrêter. Le véhicule a tourné sur le côté et a percuté latéralement sa voiture de patrouille alors qu'elle était garée sur l'accotement, ses lumières allumées, essayant d'avertir le trafic. Il pointa une autre photo. Celle-ci montrait des sillons parallèles dans la neige traversant les voies. Ces marques proviennent de la remorque du semi. C'était une plateforme transportant des poutres en acier. Quand il a fait un tête-à-queue, les poutres ont glissé et ont traîné sur la chaussée. C'est ce qui a fait ces traces que vous avez vues. Tad fixa les photographies, la bouche sèche. Chaque détail correspondait. La position du véhicule, le schéma des dégâts, même la manière dont les lumières d'urgence projetaient leur lueur sur la neige. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-il. « Comment quelque chose qui s'est passé il y a 37 ans peut-il simplement apparaître sur cette autoroute comme si cela se reproduisait ?» Arroway rassembla les photos et les remit dans le dossier. « Je me pose cette question depuis les 5 ans que je travaille dans cette région. J'ai parlé à d'autres policiers, des gars plus âgés qui étaient là quand c'est arrivé. J'ai parlé à des routiers, à des locaux, j'ai même fait venir quelqu'un de l'université pour étudier le phénomène. Personne n'a de réponse qui ait du sens. » Il sortit un autre document. Celui-ci, un registre des signalements. Les signalements remontent à des décennies, dit Tad en parcourant les entrées, un frisson le traversant. Les signalements remontaient à des décennies. Des dizaines, peut-être des centaines. Différentes dates, différents conducteurs, mais toujours les mêmes détails. Toujours autour du kilomètre 274. Toujours dans des conditions hivernales, toujours avec la transmission CB avertissant d'un accident des heures avant qu'il ne se produise. Tout le monde ne signale pas ce qu'il voit, expliqua Arroway. La plupart des conducteurs pensent probablement qu'ils hallucinent ou sont trop effrayés pour dire quoi que ce soit. Mais assez de gens se sont manifestés au fil des ans pour que nous ne puissions pas l'ignorer. Et voici ce qui me dérange vraiment. Il tapota le registre. Dans 80% des cas où quelqu'un a signalé avoir vu le véhicule du policier Whitlock, il y a eu un accident réel à cet endroit dans les heures suivantes. Tad pensa au carambolage qui s'était produit à 23h47 la nuit précédente, aux 3 personnes qui étaient mortes parce qu'elles étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Donc l'avertissement est réel, dit-il. Elle prévient réellement des accidents en apparaissant, en donnant aux gens un préavis. Arroway hocha lentement la tête. C'est ce que nous pensons. Mais voici ce que je ne comprends pas. Pourquoi certaines personnes la voient et d'autres non ? La nuit dernière, il y avait au moins une douzaine de véhicules qui ont traversé cette zone entre 21h et 23h. Vous êtes le seul à avoir signalé avoir vu quelque chose d'inhabituel. Les voitures qui ont fini dans le carambolage sont passées sans s'arrêter, sans même ralentir. Alors pourquoi vous ? Pourquoi est-elle apparue à vous ? C'était une question que Tad se posait depuis l'aube. Il n'avait pas de réponse. Il n'était pas spécial. N'était pas particulièrement religieux ou spirituel. N'avait jamais vécu quoi que ce soit de paranormal auparavant dans sa vie. Il était juste un routier faisant son travail, comme des milliers d'autres sur les routes chaque nuit. Peut-être que c'est aléatoire, suggéra-t-il. Peut-être qu'elle apparaît à tout le monde, mais que seules certaines personnes la voient réellement. Arroway ne semblait pas convaincu. Ou peut-être qu'il y a un schéma que nous n'avons pas encore compris, une raison pour laquelle certaines personnes sont choisies pour recevoir l'avertissement. Il ferma le dossier et le verrouilla dans le classeur. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Si jamais vous conduisez à nouveau sur cet itinéraire, si jamais vous voyez quelque chose d'inhabituel sur le col de Bozeman, je veux que vous m'appeliez immédiatement. Jour ou nuit, peu importe. Et je veux que vous teniez un registre exact de ce que vous voyez, à quelle heure vous le voyez, les conditions météorologiques, tout. Tad voulait lui dire qu'il ne conduirait plus jamais sur le col de Bozeman, qu'il avait décidé de trouver d'autres itinéraires, mais quelque chose l'en empêcha. Un instinct lui disait que ce n'était pas terminé, que ce qu'il avait vécu la nuit dernière l'avait lié à ce tronçon d'autoroute d'une manière dont il ne pouvait simplement s'éloigner. Alors, au lieu de cela, il hocha la tête et promit d'appeler si quelque chose se produisait. Arroway le raccompagna sur le parking où le camion de Tad l'attendait, le chrome captant la faible lumière de novembre. Une dernière chose, dit le policier alors qu'il se tenait à côté du camion. Tansy Whitlock, la femme qui dirige le dîner, elle sait ce que vous avez vu la nuit dernière. Elle sait depuis 37 ans que sa fille est présente sur cette autoroute. Si vous voulez comprendre ce qui se passe, vous devriez lui parler. Le Grizzly Peak était plus fréquenté pendant l'heure du déjeuner. Les box étaient remplis d'ouvriers du bâtiment et d'hommes d'affaires locaux prenant leur pause de midi.
Tad trouva Tansy derrière le comptoir, servant du café et discutant avec les clients comme si elle n'avait pas un souci au monde. Mais quand elle le vit entrer, quelque chose changea dans son expression. Elle lui fit un petit signe de tête, à peine perceptible, et gesticula vers le box du fond. Tad se fraya un chemin à travers le dîner bondé et s'assit. Quelques minutes plus tard, Tansy apparut avec une cafetière et 2 tasses. « Je me suis dit que vous reviendriez, » dit-elle en s'asseyant en face de lui. En plein jour, Tad pouvait voir la ressemblance, la forme de ses yeux, la ligne de sa mâchoire. Elle ressemblait à une version plus âgée de la femme sur la photo que Haraway lui avait montrée du dossier du personnel. Le policier Tansy Whitlock, 26 ans, souriant dans son uniforme de cérémonie. « Lucien m'a dit que vous avez fait une déclaration ce matin, » continua-t-elle. « Il m'a dit que vous aviez vu la voiture de ma fille sur le col. Entendu sa voix à la radio. » Tad hocha la tête, ne sachant que dire. Comment parle-t-on à une mère de sa fille décédée apparaissant sur une autoroute comme un fantôme? Tansy lui épargna d'avoir à le découvrir. « Je sais ce que vous pensez. Vous pensez que je suis une vieille femme rongée par le chagrin qui s'est convaincue que sa fille est encore vivante d'une certaine manière parce qu'elle ne peut pas la laisser partir. Mais ce n'est pas ça. Je sais que Tansy est morte. Je l'ai enterrée en 1987, je suis allé à l'enterrement, j'ai regardé descendre son cercueil dans la terre. Elle est partie, et aucun vœu ne la ramènera. » Elle fit une pause, fixant le fond de sa tasse de café. Mais quelque chose d'elle est resté sur ce col. Quelque chose qui ne se reposera pas, qui ne partira pas. Et je pense que je sais pourquoi. Elle lui parla de la nuit de l'accident. Des détails qui n'étaient pas dans les rapports officiels ou les articles de journal. Comment sa fille avait fait du bénévolat pour le quart de nuit même si elle avait le lendemain de congé parce qu'un autre policier était malade et qu'ils étaient en sous-effectif. Comment elle était excitée à propos d'un rendez-vous qu'elle avait prévu pour le week-end suivant avec un gars qu'elle avait rencontré lors d'un séminaire de formation. Comment elle avait appelé sa mère depuis la voiture de patrouille vers 21 h pour donner des nouvelles, disant que les routes devenaient mauvaises et qu'elle montait au col pour surveiller les conditions. C'était la dernière fois que Tansy avait entendu la voix de sa fille. La vraie voix, pas celle qui passait sur les radios CB au milieu des nuits d'hiver. Le truc avec ma Tansy, dit la femme plus âgée, c'est qu'elle prenait son travail au sérieux, trop au sérieux, disait son sergent. Elle croyait que être policier, c'était protéger les gens. Vraiment les protéger, pas juste distribuer des contraventions et diriger le trafic. Alors, quand elle a reçu l'appel concernant des véhicules qui glissaient hors de la route au kilomètre 274, elle n'a pas hésité. Elle y est allée directement et s'est installée pour avertir le trafic en direction est. Elle faisait tout correctement, tout selon le manuel. Mais le semi qui l'a percuté, le conducteur ne voyait pas ses lumières. Il allait trop vite pour les conditions, ne faisait pas attention. Et au moment où il a réalisé qu'il était sur la glace, il était trop tard. Les mains de Tansy se serrèrent autour de sa tasse de café. Il a survécu, vous savez. Le conducteur du camion s'en est sorti avec des blessures mineures tandis que ma fille est morte sur le coup. Ils l'ont accusé d'homicide par négligence, mais il n'a purgé que 18 mois. 18 mois pour avoir pris la vie de mon bébé. Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix, juste une récitation plate des faits, comme si elle avait raconté cette histoire si souvent que l'émotion s'était usée. Mais voici ce que j'ai compris au fil de toutes ces années. Ma fille est morte en essayant de sauver des vies, et elle essaie toujours de sauver des vies. Chaque fois qu'elle apparaît sur cette autoroute, chaque fois que quelqu'un voit sa voiture ou entend sa voix, elle fait exactement ce qu'elle faisait la nuit où elle a été tuée. Elle avertit les gens, les protège, et je dois croire qu'elle a réussi plus de fois qu'elle n'a échoué. Tad pensa aux 3 personnes mortes dans le carambolage à 23h47. Il se demanda si le policier Whitlock considérait ces morts comme un échec. « Combien de personnes pensez-vous qu'elle a sauvées » demanda-t-il. Tansy haussa les épaules. Impossible de le savoir avec certitude. Comment compter les accidents qui ne se sont pas produits? Les conducteurs qui ont vu son avertissement et ont ralenti, ou pris un autre itinéraire, ou se sont arrêtés pour attendre la fin de la tempête? Tout ce que je sais, c'est ce que Lucien me dit et ce que d'autres policiers m'ont dit au fil des ans. Que les nuits où quelqu'un signale avoir vu la voiture de patrouille de ma fille, le taux d'accident sur cette section d'autoroute diminue considérablement. Les gens sont plus prudents, plus attentifs. Peut-être que c'est son vrai don. Pas empêcher chaque tragédie, mais faire en sorte que les gens prêtent attention aux dangers. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le bruit du dîner les enveloppant. Finalement,
Tad posa la question qui le turlupinait depuis la nuit précédente. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui m'a rendu différent de tous les autres conducteurs sur la route la nuit dernière? Tansy le regarda avec ses yeux qui en avaient trop vu, des yeux qui avaient vu trop de pertes et avaient somehow survécu. Je pense qu'elle choisit des personnes qui écouteront. Des personnes qui prendront l'avertissement au sérieux au lieu de l'ignorer. Vous n'avez pas juste vu sa voiture et continué votre route. Vous avez remarqué les détails, posé des questions, essayé de comprendre. Et quand vous avez entendu sa voix à la radio, vous avez prêté attention. C'est pour ça qu'elle s'est montrée à vous. Avant que Tad ne puisse répondre, son téléphone sonna. Le dispatch l'appelait enfin avec une nouvelle affectation de chargement. Tad sortit pour prendre l'appel, s'attendant à entendre parler d'un trajet vers Seattle ou peut-être vers Salt Lake City. Au lieu de cela, le dispatch lui parla d'une livraison urgente qui devait être récupérée à Butte et livrée à Billings le lendemain matin. L'itinéraire le ramènerait à travers le col de Bozeman, cette fois en direction ouest, partant ce soir-là. Le salaire était bon, le double du tarif habituel en raison du délai serré et des conditions hivernales. Tad commença à refuser, commença à dire qu'il n'était pas disponible, mais quelque chose le fit hésiter. Il regarda à travers la vitre du dîner Tansy, assise seule dans le box, fixant le vide. Il pensa au policier Whitlock debout dans le terre-plein dans la neige, se retournant pour le regarder passer, faisant toujours son devoir 3 décennies après sa mort. Et il pensa à ce que Arroway avait dit à propos d'une raison possible pour laquelle certaines personnes recevaient l'avertissement. « Je le prends », dit-il au dispatch. « Envoyez-moi les détails de la prise en charge. » Quand il revint à l'intérieur, Tansy était parti. Le box était vide, les tasses de café enlevées, mais il y avait un mot laissé sur la table, écrit d'une écriture précise au dos d'un reçu de dîner. « Faites attention sur le col ce soir. Elle veillera sur vous. » Tad récupéra la charge à Butte juste après 17 heures. Le soleil était déjà en train de se coucher alors qu'il se dirigeait vers l'est sur l'île 90. Le ciel devenait violet profond et orange derrière les pics. Les prévisions météo annonçaient des conditions claires pendant la nuit, des températures descendant dans les années 10, des routes sèches, pas de neige dans les prévisions, pas d'avertissement de glace, juste une froide nuit de novembre claire dans les montagnes du Montana. Tad aurait dû se sentir soulagé, mais au lieu de cela, il ressentait une sensation croissante de malaise alors qu'il approchait du col. Le kilomètre 274 en direction ouest était le miroir de la section en direction et tout le policier Whitlock était mort. Séparés par un terre-plein mais partageant la même altitude et la même exposition au vent. Si de la glace noire se formait d'un côté, elle se formerait de l'autre. Tad vérifia ses rétroviseurs et ne vit que quelques véhicules dispersés derrière lui, leurs phares petits et lointains. Le trafic était léger ce soir-là. La plupart des gens censés étaient déjà rentrés chez eux pour la soirée, ne voulant pas risquer la conduite en montagne dans le froid. Il ajusta sa prise sur le volant et se prépara pour la montée, essayant d'ignorer les papillons dans son estomac. Le col avait l'air différent la nuit, plus imposant d'une certaine manière. Les montagnes se dressant sombres contre les étoiles de chaque côté. Les phares de Tad découpaient un tunnel à travers l'obscurité, illuminant la ligne blanche de la bordure et les bornes kilométriques réfléchissantes alors qu'elles défilaient. 280, 279. 278. La chaussée était sèche, ses pneus adhérant normalement, aucun signe de glace. La radio CB était silencieuse à part les bavardages occasionnels et lointains d'autres conducteurs dispersés à travers l'État. Tout était normal. Tout allait bien. Et pourtant, Tad ne pouvait pas secouer le sentiment que quelque chose n'allait pas, que quelque chose l'attendait dans l'obscurité devant lui. Au kilomètre 276, il vit le premier signe que ses instincts avaient raison. Des fusées éclairantes. Du vieux style, celles qui brûlent avec une flamme rouge, étaient disposées en un motif à travers les voies ouest, avertissant d'un danger devant. Tad ralentit, balayant la route des yeux pour repérer la menace que les fusées marquaient, mais il ne voyait rien. Aucun accident, aucun chantier, aucun véhicule en panne, juste l'autoroute vide et ses fusées projetant leur lueur rouge sur la chaussée. Il attrapa le micro de la CB. Direction ouest sur l'île 90 approchant le kilomètre 276. Quelqu'un sait ce que c'est que ces fusées? Je ne vois aucun incident ici. Aucune réponse. La CB resta silencieuse. Tad avança prudemment, passant entre les fusées, s'attendant à voir des véhicules d'urgence ou des travailleurs routiers à tout moment. Mais il n'y avait rien. Juste plus d'autoroute vide s'étendant devant dans l'obscurité.
Il vérifia ses rétroviseurs et vit les fusées s'éloigner derrière lui, brûlant toujours, ne marquant toujours rien. Son malaise s'accentua. Quelqu'un avait placé ces fusées, et récemment aussi, car elles brûlaient encore fort. Mais qui, et pourquoi? Il attrapa à nouveau le micro. C'est Meriwether en direction ouest au kilomètre 276. Si le DOT ou la patrouille d'État travaille dans cette zone, veuillez m'avertir. J'ai des fusées disposées, mais aucune zone de travail visible. Cette fois, il obtint une réponse, mais ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Une voix de femme, statique et déformée, perçant par fragments. Direction ouest, 274. Attention au croisement. C'était la même voix qu'il avait entendue la nuit précédente. La voix du policier Whitlock donnant un avertissement qu'il ne pouvait pas tout à fait comprendre. Le pouls de Thad s'accéléra. Répétez. Je n'ai pas bien compris. De quel croisement dois-je me méfier? Les parasites s'intensifièrent, puis se dissipèrent soudainement. La voix arriva, parfaitement claire. Aucune distorsion, aucune interférence. Surveillez le croisement au 274. Il ne s'arrête pas toujours. Puis le silence. Il ne s'arrête pas toujours. Qu'est-ce que cela signifiait? Qui ne s'arrête pas? L'esprit de Thad tournait à toute vitesse alors qu'il approchait du kilomètre 274, sa vitesse réduite à 55 km/h maintenant, ses yeux balayant la route devant lui pour repérer le danger que le policier Whitlock l'avertissait. Les voies ouest étaient vides, aucun trafic visible dans aucune direction. La chaussée était toujours sèche. Le thermomètre sur son tableau de bord indiquait 18 degrés, assez froid pour de la glace, mais aucune humidité à geler. Tout semblait sûr. Tout semblait normal. Et puis il les vit. Des phares apparurent soudainement dans sa voie, se dirigeant directement vers lui. 2 véhicules, peut-être 3, roulant en direction ouest dans les voies. Non, ce n'était pas ça. Ils étaient dans ces voies, les voies ouest, mais ils allaient dans la mauvaise direction. Ils se dirigeaient vers l'est, directement dans le trafic venant en sens inverse, directement vers le camion de Thad. Il tira brusquement le volant vers la droite, se dirigeant vers l'accotement alors que les phares fonçaient sur lui. Pendant une fraction de seconde, il put voir les véhicules clairement. De vieilles voitures, des modèles des années 1980, une berline et un break, et quelque chose qui ressemblait à un bronco. Ils le dépassèrent dans un souffle d'air déplacé et disparurent dans l'obscurité derrière lui. Thad freina brusquement, le système anti-blocage pulsant sous son pied alors que le camion tremblait jusqu'à l'arrêt sur l'étroit accotement. Son cœur battait contre ses côtes, sa respiration était courte et saccadée. Il attrapa le micro de la CB avec des mains tremblantes. Meriwether en direction ouest au kilomètre 274. Je viens d'avoir 3 véhicules me dépasser en sens inverse. Ils se dirigeaient vers l'est dans les voies ouest. Quelqu'un doit les arrêter avant qu'ils ne provoquent une collision frontale. Il attendit une réponse, n'importe quelle réponse, mais la radio resta silencieuse. Il réessaya, sa voix montant. C'est une urgence. Conducteur en sens inverse au kilomètre 274. Enfin, une voix revint. C'était Lucien Arroway, et il avait l'air épuisé. Meriwether, c'est le policier Arroway. J'ai besoin que vous vous calmiez et me disiez exactement ce que vous avez vu. Thad décrivit les véhicules, leur direction de déplacement, leur vitesse approximative. Arroway écouta sans l'interrompre, puis dit doucement. Ces véhicules faisaient partie de l'accident original de 1987. Ce sont ceux que le policier Whitlock essayait d'avertir le trafic en direction et quand elle a été tuée. 3 voitures avaient perdu le contrôle sur la glace noire et s'étaient retrouvées à aller dans la mauvaise direction. Elle les a vus arriver et a essayé d'alerter les véhicules approchant. C'est ce que vous venez de voir. Pas de vraies voitures. Des échos. Des échos. Thad regarda dans ses rétroviseurs mais ne vit que l'obscurité. Les véhicules avaient disparu. S'ils avaient jamais vraiment été là. Je les ai sentis me dépasser, dit-il. J'ai senti le vent qu'ils ont provoqué. Arroway soupira. Je sais. D'autres conducteurs ont signalé la même chose. Cela semble complètement réel, mais si vous vérifiez les images de votre caméra de bord, si vous en avez une en marche, vous ne verrez rien. Juste une autoroute vide et votre camion déviant sur l'accotement sans raison apparente. Thad réalisa que le policier avait raison. Sa caméra de bord avait enregistré tout le temps.
Il pouvait revoir les images et prouver ce qui s'était vraiment passé. Mais d'une manière ou d'une autre, il savait ce qu'il trouverait. Rien. Juste comme Arroway l'avait dit. « Pourquoi cela arrive-t-il » demanda-t-il. « Pourquoi est-ce que je vois des choses de 1987 ?» La réponse de Arroway était à peine audible par-dessus les parasites de la radio. Parce que certaines nuits sur ce col, le temps ne fonctionne pas comme il le devrait. L'accident continue de se rejouer encore et encore comme une boucle. Le policier Whitlock essayant de sauver des vies, les véhicules en sens inverse, toute la tragédie. Et parfois, des gens comme vous se retrouvent pris dedans, voient ce qui s'est passé comme un avertissement de ce qui pourrait arriver. Je ne le comprends pas. Personne ne le comprend. Mais j'ai appris à l'accepter. Il fit une pause. Êtes-vous en état de continuer à conduire ? Parce que si vous avez besoin de vous arrêter et d'attendre le jour, je peux organiser pour qu'un autre policier reste avec vous. Tad regarda devant lui l'autoroute sombre s'étendant vers Billings. Derrière lui, le kilomètre 274 s'éloignait déjà dans la distance. Quoi qu'il ait vécu, quoi qu'il ait vu, c'était terminé maintenant. La route devant lui avait l'air normale. Se sentait normal. « Je vais bien », dit-il à Arroway. « Je vais continuer. » Ils terminèrent la transmission et Tad revint sur l'autoroute, accélérant lentement jusqu'à atteindre sa vitesse de croisière. Le reste du trajet se déroula sans incident, et il livra sa charge à Billings juste avant l'aube. Mais alors qu'il revenait à vide vers Bozeman, alors que le soleil se levait sur les montagnes et brûlait la nuit, Thaddeus Merriweather savait qu'il reviendrait sur cette autoroute, qu'il conduirait à nouveau sur ce col, parce que, d'une manière ou d'une autre, impossiblement, il était devenu une partie de l'histoire qui ne se terminait pas liée à un policier mort avant qu'il ne commence à conduire des camions, liée à un tronçon de route où le passé et le présent entraient en collision de manière qui défiait toute explication. Trois semaines passèrent avant que Tad ne conduise à nouveau sur le col de Bozeman. 3 semaines à transporter des charges à travers l'Idaho, le Wyoming et les Dakota, trouvant toujours des raisons de prendre des itinéraires évitant l'Interstate 90 à travers le Montana. Son dispatch remarqua et commença à poser des questions, se demandant pourquoi Tad refusait des trajets lucratifs qu'il aurait menés à travers son état natal. Tad inventa des excuses sur son envie de voir d'autres paysages, sur son désir d'éviter les conditions hivernales dans les montagnes, mais la vérité était à la fois plus simple et plus compliquée. Il avait peur, non pas de la route elle-même, non pas de la glace ou de la neige ou des pentes raides. Il avait peur de ce qu'il pourrait y voir. Il avait peur d'être attiré plus profondément dans quelque chose qu'il ne comprenait pas. Mais l'évitement ne fonctionnait que jusqu'à un certain point dans le métier de routier. Finalement, les charges se tarirent sur les itinéraires qu'il avait empruntés, et finalement son dispatch l'appela avec une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Un envoi à haute priorité d'équipement médical de Spokane à Billings, avec une prime, un délai serré. L'itinéraire le plus direct était l'île 90 à travers Missoula et par-dessus le col de Bozeman. Tad essaya de négocier un itinéraire alternatif, peut-être vers le sud à travers l'Idaho et vers le nord à travers le Wyoming, mais le dispatch fut ferme. Le client avait besoin de l'équipement pour le matin, et la seule façon de faire en sorte que cela arrive était le trajet direct à travers le Montana. Tad était assis dans son camion devant un entrepôt à Spokane, fixant son téléphone, sachant quelle devait être sa réponse, mais ne voulant pas la dire. Finalement, il prit la charge. Le trajet à travers la poignée de l'Idaho se déroula sans incident. Les autoroutes étaient claires et sèches malgré le froid de décembre. Tad entra dans le Montana juste après le coucher du soleil. Le ciel occidental retenait encore les dernières traces de lumière du jour. Un violet profond s'estompant en noir. Il s'arrêta pour faire le plein à Missoula et vérifia les rapports météo. Ciel dégagé toute la nuit. Température dans les années 20. Aucune précipitation prévue. Le site des conditions routières montrait du vert sur toute la ligne pour l'île 90. Toutes les chaînes enlevées. Chaussée dégagée signalée. Cela aurait dû être un trajet facile, une nuit de travail de routine. Mais les mains de Tad transpiraient alors qu'il remontait dans sa cabine et dirigeait le camion vers l'est en direction de Bozeman. Les bornes kilométriques défilaient alors qu'il grimpait dans les montagnes. 120, 110. 100. L'autoroute serpentait et tournait à travers l'obscurité, suivant le tracé de la rivière Clark Fork, encadré par des pics qui se dressaient invisibles contre le ciel nocturne. Tad avait la radio CB allumée, surveillant les bavardages habituels, écoutant tout signe de problème devant lui. Un conducteur se dirigeant vers l'ouest signalait de bonnes conditions sur le col,
des routes sèches et un trafic léger. Une autre voix confirma, disant qu'il venait de traverser sans aucun problème. Tout indiquait un passage normal, rien à craindre. Et pourtant, Tad ne pouvait pas secouer le sentiment qui grandissait en lui depuis Spokane. La certitude que quelque chose l'attendait là-haut sur ce col. Au kilomètre 90, sa radio CB grésilla et la voix de Lucien Arroway se fit entendre. Trafic en direction est approchant le col de Bozeman. Ici la patrouille d'État du Montana. Soyez informés, nous effectuons un contrôle de sécurité au kilomètre 274. Tous les véhicules commerciaux, veuillez vous préparer à vous arrêter. Tad attrapa le micro. Policier Arroway, ici Meriwether. Quel genre de contrôle de sécurité? Il y eut une pause, plus longue qu'elle n'aurait dû l'être. Et quand Arroway répondit, sa voix était tendue. Juste de routine, Meriwether. J'ai besoin de vous parler quelques minutes quand vous passerez. Rien à craindre. Mais quelque chose dans le ton du policier dit à Tad qu'il y avait beaucoup à craindre. Il trouva la voiture de patrouille de Arroway garée sur l'accotement au kilomètre 274, exactement là où la voiture du policier Whitlock était apparue 3 semaines plus tôt. Le policier se tenait à côté de sa voiture, sa respiration formant des nuages blancs dans les faisceaux des phares, et il fit signe à Tad de s'arrêter sur l'accotement. Tad sortit de l'autoroute et descendit de sa cabine, le froid le frappant comme un coup physique. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il. Arroway avait l'air fatigué, plus âgé qu'il ne l'était 3 semaines plus tôt, comme s'il n'avait pas bien dormi. « J'ai besoin que vous voyiez quelque chose, dit-il. Venez avec moi. » Il conduisit Tad à travers l'accotement jusqu'au bord du terre-plein et pointa vers le bas vers des empreintes de pas dans la neige, les mêmes empreintes qu'il avait vues 3 semaines plus tôt, courant parallèlement à l'autoroute avant de s'orienter vers le centre du terre-plein. Mais celle-ci était fraîche, faite dans la dernière heure selon Arroway, et elle menait à un endroit à environ 50 mètres de là où quelque chose de sombre gisait dans la neige. « J'ai reçu un appel il y a environ 1 heure, dit Arroway à voix basse. Un conducteur en direction ouest a signalé avoir vu une femme debout dans le terre-plein à cet endroit exact. Il a dit qu'elle portait ce qui semblait être un uniforme de patrouille d'État. Il a ralenti pour vérifier, mais quand il s'est arrêté et a reculé, elle avait disparu. Juste ces empreintes menant à cet endroit où vous pouvez voir quelque chose gisant dans la neige. » Tad sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui gît là-bas » Arroway ne répondit pas. Il se contenta de marcher vers la forme sombre dans le terre-plein. Tad le suivit, ses bottes craquant à travers la croûte gelée, sa respiration devenant plus rapide que ne le justifiait la marche. Alors qu'il se rapprochait, il pouvait voir que c'était un manteau. Un lourd manteau d'hiver étalé sur la neige comme si quelqu'un avait été allongé là et s'était simplement évaporé, ne laissant que le manteau derrière lui. Arroway s'agenouilla à côté, allumant sa lampe torche. Le manteau était une veste d'hiver de patrouille d'État du Montana, du genre que les policiers portaient en hiver. L'étiquette sur la poitrine indiquait Whitlock. Tad recula d'un pas, son esprit refusant de traiter ce qu'il voyait. « C'est impossible, dit-il. Ce manteau devrait être dans une pièce à preuve ou donné à une œuvre de charité ou détruit. Il ne devrait pas être ici. » Arroway se leva, brossant la neige de ses genoux. « J'ai appelé la salle des preuves après l'avoir trouvé. » Les effets personnels du policier Whitlock de l'accident ont été enregistrés et stockés pendant 6 mois en 1987, puis remis à sa mère selon la procédure standard. J'ai appelé Tansy et lui ai demandé si elle avait toujours la veste de patrouille de sa fille. Elle a dit qu'elle l'avait rangée dans une boîte dans son grenier il y a 30 ans et ne l'avait plus regardée depuis. Je lui ai demandé de vérifier. Elle vient de me rappeler. Le manteau a disparu de la boîte. Juste disparu. Ils restèrent là dans le froid, dans l'obscurité, fixant la veste gisant dans la neige. Finalement, Tad posa la question que ni l'un ni l'autre ne voulait formuler. Est-ce qu'elle essaie de nous dire quelque chose? Est-ce un message? Arroway secoua lentement la tête. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est la première preuve physique que nous ayons jamais eu que quelque chose de réel se passe ici. Pas seulement des apparitions et des voix à la radio, mais un objet physique qui ne devrait pas exister, apparaissant à l'endroit exact où de multiples témoins ont signalé l'avoir vu. Il ramassa la veste avec soin, comme si elle pouvait disparaître si on la manipulait trop brutalement. Je vais mettre cela sous scellé comme preuve, et je vais demander à quelqu'un de l'unité d'enquête de l'État de venir jeter un coup d'œil. Cela a dépassé le folklore local. C'est quelque chose que nous ne pouvons plus expliquer. Tad marcha vers son camion, son esprit tournant à toute vitesse.
La veste était réelle, physique, quelque chose qui pouvait être touché, photographié et analysé, ce qui signifiait que les apparitions du policier Whitlock n'étaient pas juste des hallucinations ou des phénomènes atmosphériques ou de l'hystérie collective. Elle était réellement là, d'une manière ou d'une autre, existant dans un état qui lui permettait de manifester des objets physiques. Les implications rendaient Tad étourdi. Si elle pouvait laisser une veste derrière elle, que pouvait-elle faire d'autre? Pouvait-elle réellement interagir avec le monde physique? Pouvait-elle empêcher les accidents directement au lieu de simplement les avertir? Et si oui, pourquoi ne le faisait-elle pas? Quelles étaient les règles qui la liaient à ce tronçon d'autoroute? Il était sur le point de grimper dans sa cabine quand Arroway l'appela. Mary Wewitter, attendez. Le policier s'approcha, portant la veste sous scellé. Je dois vous demander quelque chose et j'ai besoin que vous soyez honnête. Avez-vous vécu quelque chose d'inhabituel au cours des 3 dernières semaines? Des rêves, des visions, quoi que ce soit qui pourrait être lié à cela. Tad pensa au cauchemar qu'il avait eu. Ceux où il conduisait à travers une neige sans fin tandis que des figures sans visage l'observaient depuis le bord de la route. Ceux où il entendait sa radio CB diffuser des avertissements sur des accidents qui ne s'étaient pas encore produits. Il les avait attribués au stress, à son esprit traitant les expériences étranges qu'il avait vécues, mais maintenant il se demandait. Juste des rêves, admit-il. Rien de concret. Pourquoi? Arroway avait l'air mal à l'aise. Parce que les autres conducteurs qui ont eu des rencontres avec le policier Whitlock, ceux qui ont signalé avoir vu son véhicule ou entendu sa voix, certains d'entre eux ont signalé des expériences continues par la suite. Des apparitions continues, des prémonitions sur des accidents, une sensation d'être observé lorsqu'ils conduisent sur cette route. C'est comme si elle établissait une connexion avec certaines personnes, et que cette connexion ne se brisait pas simplement parce qu'ils quittent le col. Tad sentit un froid qui n'avait rien à voir avec la température de décembre. Vous dites qu'elle me hante? Arroway haussa les épaules. Je dis qu'elle essaie peut-être de communiquer avec vous, d'essayer de vous utiliser pour quelque chose. Je ne sais pas quoi ni pourquoi, mais si vous commencez à vivre autre chose que des rêves, quelque chose qui affecte votre capacité à conduire en toute sécurité, j'ai besoin de le savoir. Tad promit d'appeler si quelque chose d'inhabituel se produisait, puis grimpa dans son camion et repartit sur l'autoroute. Le reste du trajet jusqu'à Bozeman se déroula sans incident, et il livra sa charge juste après minuit. Mais il ne pouvait pas arrêter de penser à cette veste gisant dans la neige, au policier Whitlock manifestant des objets physiques, à la possibilité qu'elle le contactait spécifiquement pour une raison qu'il ne comprenait pas encore. Il s'enregistra dans un motel et essaya de dormir, mais les rêves revinrent. Cette fois, ils étaient plus vifs, plus spécifiques. Il rêva qu'il conduisait sur le col pendant un blizzard, la visibilité presque nulle, quand il vit une figure debout au milieu de l'autoroute, agitant frénétiquement les bras pour qu'il s'arrête. Il freina, mais le camion continua à glisser sur la glace, glissant vers la figure, et juste avant l'impact, il se réveilla en sursaut, le cœur battant. Le lendemain matin, Tad retourna au Grizzly Peak pour le petit déjeuner. Tansy était là, se déplaçant entre les tables avec sa cafetière, et quand elle le vit, elle lui fit un petit signe de reconnaissance. Il attendit que l'affluence du matin se calme, puis s'approcha d'elle au comptoir. Le policier Arroway m'a parlé de la veste de votre fille, dit-il à voix basse à propos de son apparition dans le terre-plein. L'expression de Tansy ne changea pas, mais sa main se serra sur la poignée de la cafetière. Je savais que ce manteau avait disparu au moment où il m'a demandé de vérifier. J'ai senti qu'il partait d'une manière ou d'une autre. J'ai senti un changement dans ma maison, comme si la pression de l'air avait changé. Je suis monté au grenier et la boîte était toujours là, toujours scellée avec du ruban adhésif, mais le manteau avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Elle se versa une tasse de café et s'assit en face de lui au comptoir. Je dois vous dire quelque chose, dit-elle. Quelque chose que je n'ai jamais dit à Lucien ou à aucun des autres policiers parce que je savais qu'il me prendrait pour une folle. Mais vous l'avez vu maintenant, vous avez vécu ce qu'elle peut faire, alors peut-être que vous comprendrez. Elle prit une gorgée de café, rassemblant ses pensées. Ma fille apparaît à certaines personnes pour une raison, pas au hasard. Elle choisit des conducteurs qui seront impliqués dans des accidents sur ce col dans le futur. Des conducteurs qui vont mourir là-bas s'ils ne changent pas quelque chose dans leur manière de conduire, dans les choix qu'ils font. Tad sentit son sang se glacer. Que voulez-vous dire? Tansy croisa son regard. Je veux dire que toutes les personnes qui ont signalé avoir vu son véhicule ou entendu sa voix,
toutes celles qui ont eu une rencontre claire et indéniable avec elle, ont soit été impliquées dans un accident grave sur ce col dans l'année suivante, soit l'ont évité en écoutant ses avertissements. Elle ne protège pas des voyageurs aléatoires. Elle protège des personnes spécifiques marquées pour la tragédie. Et le fait qu'elle se montre à vous, le fait que sa veste soit apparue pendant que vous étiez là, signifie que vous êtes l'un d'eux. Cela signifie qu'à un moment donné dans votre futur, peut-être bientôt, peut-être dans des mois, vous allez faire face à un choix sur le col de Bozeman. Et si vous faites le mauvais choix, vous n'y survivrez pas. Tad voulait argumenter, voulait lui dire qu'elle voyait des coïncidences et des schémas là où il n'y en avait pas, mais il pensa au rêve, à la sensation d'être observé, à ce moment où il avait dévié pour éviter les véhicules fantômes et sentit son camion commencer à faire un tête-à-queue. Il pensa à quel point il avait été proche de perdre le contrôle, à quel point quelques degrés de dérive de plus et il aurait fait rouler tout le camion sur le côté de la montagne. « Que suis-je censé faire » demanda-t-il. « Comment puis-je savoir quel choix elle m'avertit de faire » Tancy secoua la tête. « Vous ne le saurez pas jusqu'à ce que le moment arrive. Tout ce que vous pouvez faire, c'est rester alerte lorsque vous conduisez sur ce col. Faites confiance à vos instincts. Et si vous la voyez à nouveau, si elle apparaît ou vous parle, écoutez. Écoutez vraiment, parce qu'elle essaie de sauver votre vie. » Au cours des 2 mois suivants, Tad traversa le col de Bozeman 8 autres fois, et à chaque fois, il sentait le poids des paroles de Tancy peser sur lui. Il conduisait plus prudemment que jamais, scrutant constamment la glace, surveillant obsessionnellement les conditions météorologiques, gardant sa vitesse conservative même lorsque les routes étaient dégagées. Et à chaque fois qu'il approchait du kilomètre 274, il sentait son pouce accélérer. Sentait cette sensation d'anticipation et de crainte. Mais rien d'inhabituel ne se produisit. Aucune apparition, aucun avertissement CB, aucun véhicule fantôme, juste une autoroute de montagne normale avec un trafic hivernal normal. Il commença à se demander si peut-être Tancy avait tort. Si peut-être les rencontres avaient été une chose ponctuelle, une étrange anomalie qui ne se reproduirait pas. Puis vint la nuit de fin février où tout changea. Tad se dirigeait vers l'est avec une charge de bois, en retard à cause de retard à la prise en charge. Il était un peu plus de 22 heures, et il poussait plus fort qu'il n'aurait dû, essayant de rattraper le temps. La météo était claire, les routes sèches, et il avait laissé sa vitesse atteindre 110 km/h sur les sections droites. Il approchait du kilomètre 280 lorsqu'il vit à nouveau les fusées. Les mêmes fusées rouges brûlantes qu'il avait vues en novembre. Elles étaient disposées à travers les 2 voies, forçant le trafic à ralentir. Le pied de Tad se dirigea vers le frein, mais quelque chose le fit hésiter. Les fusées n'étaient pas là 2 minutes plus tôt quand le dernier camion en direction ouest l'avait dépassé. Il n'y avait pas eu le temps pour que quelqu'un les place. Il ralentit à 65 km/h et avança prudemment, balayant la route devant lui des yeux. Aucun accident, aucun chantier, aucun véhicule d'urgence, juste ces fusées projetant leur lumière rouge sur la chaussée. Et puis il la vit. Le policier Tancy Whitlock, debout au milieu de l'autoroute, portant son uniforme de patrouille et cette lourde veste d'hiver. Son visage était clairement visible dans ses phares, jeune et sérieux, exactement comme elle apparaissait sur les photographies. Elle levait la main dans le signal universel d'arrêt, et alors que le camion de Tad roulait plus près, elle pointa urgemment vers l'accotement droit. Son message était clair. Quittez l'autoroute maintenant. Tad ne la questionna pas, n'hésita pas. Il se dirigea vers l'accotement et amena le camion à un arrêt complet, ses mains tremblant sur le volant. À travers le pare-brise, il pouvait voir le policier Whitlock toujours debout sur l'autoroute. Mais elle ne le regardait plus. Elle regardait en direction et vers le sommet, et son expression avait changé en quelque chose qui ressemblait à une profonde tristesse. Tad suivit son regard et vit des phares approcher rapidement de derrière. Trop rapidement. Un véhicule descendant la pente hors de contrôle. C'était un pick-up qui zigzaguait violemment d'une voie à l'autre, le conducteur luttant pour reprendre le contrôle sur une plaque de glace noire qui s'était formée dans les dernières minutes. Le pick-up dépassa le camion arrêté de Tad à au moins 145 km/h, ses feux stop clignotant inutilement alors que le conducteur appuyait sur la pédale. Tad regarda avec horreur alors qu'il atteignait l'endroit où se tenait le policier Whitlock. Il s'attendait à ce qu'elle disparaisse, qu'elle se dématérialise comme un fantôme le devrait, mais au lieu de cela, elle tint bon, et pendant une fraction de seconde, il aurait juré que le pick-up avait réellement dévié autour d'elle, comme si le conducteur pouvait la voir et essayait de l'éviter. Puis le camion dépassa cet endroit et glissa vers le terre-plein,
et le policier Whitlock se retourna pour regarder directement Tad une dernière fois. Elle hocha la tête, un petit geste de reconnaissance, et puis elle disparut. Juste disparut, comme si elle n'avait jamais été là. Le pick-up heurta le terre-plein à pleine vitesse et fut projeté en l'air, franchissant la barrière et s'écrasant dans les voies ouest où il fit plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser à l'envers. Tad attrapa son téléphone et composa le 911, signalant l'accident. Puis il attrapa son extincteur et sa lampe torche et courut vers l'épave. Le conducteur était toujours en vie, coincé dans la cabine écrasée, saignant mais conscient. Tad aida à stabiliser le véhicule et garda le conducteur en conversation jusqu'à l'arrivée des services d'urgence 20 minutes plus tard. Les paramédics lui dirent plus tard que la réponse rapide avait probablement sauvé la vie du conducteur, qu'un délai supplémentaire de 10 minutes de saignement et d'exposition aurait pu être fatal. Lucien Arroway arriva sur les lieux alors qu'ils étaient encore en train d'extraire le conducteur de l'épave. Il trouva Tad assis sur la glissière de sécurité, couvert du sang du conducteur, tremblant d'adrénaline et de froid. « Vous l'avez vu » dit Arroway. Ce n'était pas une question. Tad hocha la tête. Elle m'a arrêté. M'a averti de quitter l'autoroute. Si j'avais été sur ma voie quand ce pick-up est passé, si j'avais roulé à 110 km/h comme je l'étais 5 minutes plus tôt, j'aurais été exactement là où il a perdu le contrôle. Il m'aurait percuté au lieu du terre-plein. Arroway s'assit à côté de lui. Alors elle a sauvé 2 vies ce soir. La vôtre et la sienne. C'est ce qu'elle fait. C'est tout ce qu'elle a toujours essayé de faire. Ils restèrent assis en silence pendant que les équipes d'urgence travaillaient, regardant les lumières clignoter en rouge et bleu sur la neige. Finalement, Tad posa la question qui le tracassait. Pourquoi moi ? Pourquoi a-t-elle choisi de me sauver, moi spécifiquement ? Je ne suis qu'un autre routier. Personne de spécial. Arroway resta silencieux pendant un long moment. Peut-être que c'est exactement pour ça. Peut-être qu'elle voit quelque chose chez les gens ordinaires qui les rend dignes d'être sauvés. Ou peut-être que vous lui rappelez quelqu'un qu'elle connaissait. Ou peut-être qu'il n'y a aucune logique et qu'elle fait simplement ce qu'elle peut. Sauf qui elle peut, un conducteur à la fois. Il se leva et tendit la main à Tad. Quelle que soit la raison, vous êtes en vie grâce à elle. Ne la gaspillez pas. Le lendemain matin, Tad se rendit au Grizzly Peak avant de quitter la ville. Tansy était là, et quand elle le vit, elle sut immédiatement ce qui s'était passé. Elle lui versa du café et s'assit en face de lui sans dire un mot. Finalement, Tad rompit le silence. Elle était réelle. J'ai vu son visage. Elle se tenait là, sur l'autoroute, et elle m'a averti, et elle m'a sauvé la vie. Les yeux de Tansy étaient humides, mais elle souriait. Je sais. Lucien m'a appelé hier soir, m'a dit ce qui s'était passé. Elle tendit la main à travers la table et serra celle de Tad. Ma fille est toujours là-bas, protégeant les gens, faisant le travail qu'elle aimait, et cela me procure plus de réconfort que vous ne pourriez jamais le comprendre. Tad termina son café et se leva pour partir. À la porte, il se retourna. Est-ce que cela s'arrête un jour ? Pourra-t-elle un jour se reposer ? Le sourire de Tansy s'estompa. Je ne sais pas. Peut-être quand la dernière personne qu'elle est censée sauver sera sauvée. Peut-être quand la dette sera payée, quelle que soit cette dette. Ou peut-être qu'elle sera là pour toujours, une gardienne sur ce col, veillant sur les voyageurs aussi longtemps que les gens emprunteront ces routes. Elle fit une pause. Mais j'espère que non. J'espère qu'un jour elle trouvera la paix. J'espère qu'un jour je regarderai vers ce col et je saurai qu'elle est enfin rentrée à la maison. Tad conduisit des dizaines de fois de plus sur le col de Bozeman au cours des années suivantes, et il ne revit jamais le policier Whitlock. Aucune apparition, aucun avertissement, aucune fusée, juste une autoroute à travers les montagnes, belle et traîtresse et indifférente. Mais il n'oublia jamais ce qu'il avait vécu. N'oublia jamais la nuit où elle s'était tenue sur l'autoroute et lui avait sauvé la vie. Et chaque fois qu'il passait le kilomètre 274, en direction est-ouest, il ralentissait, faisait attention, surveillait la glace, parce qu'il savait que quelque part là-bas, dans les espaces entre ce qui était et ce qui pouvait être, Tansy Whitlock était toujours en service. Toujours en train de protéger les voyageurs. Toujours en train d'essayer d'empêcher le genre de tragédie qui lui avait coûté la vie. Et Thaddeus Merriweather conduisait ses routes avec la conscience que certaines dettes ne pouvaient jamais être entièrement remboursées. Que certains avertissements devaient toujours être écoutés. Et que certaines gardiennes ne cessaient jamais de veiller sur les personnes qu'elles avaient juré de protéger. La glace noire pouvait vous tuer en un instant,
invisible et mortel. Mais parfois, si vous aviez beaucoup de chance, vous receviez un avertissement. Vous aviez une chance de changer votre destin. Et si vous étiez intelligent, vous la saisissiez. Des années plus tard, lorsque d'autres conducteurs demandaient à Tad quelle était la chose la plus étrange qu'il ait jamais vécue sur la route, il leur parlait du col de Bozeman, de la voiture de patrouille accidentée et de la transmission radio CB venue du futur, de la policière qui était morte en essayant de sauver des vies et qui n'avait jamais cessé d'essayer. Certains le croyaient, la plupart non. Mais chaque conducteur qui entendait l'histoire s'en souvenait. Et quand il conduisait à travers le Montana en hiver, quand il grimpait dans ces montagnes et que la température chutait et que les premiers flocons de neige commençaient à tomber, il conduisait un peu plus prudemment. Faisait un peu plus attention à la glace. Et peut-être que c'était le but. Peut-être que c'était le véritable héritage du policier Whitlock. Pas les vies individuelles sauvées, mais la conscience collective accrue. Le rappel que la route exige du respect, que l'hiver exige de la prudence, et que parfois les avertissements que nous recevons viennent des sources les plus inattendues. Tad n'a jamais su pourquoi il avait été choisi pour recevoir ces avertissements, pourquoi le policier Whitlock lui était apparu à plusieurs reprises alors que la plupart des conducteurs ne la voyaient jamais. Mais il a arrêté d'essayer de le comprendre. Certains mystères n'étaient pas faits pour être résolus. Certaines questions n'avaient pas de réponse. Tout ce qu'il savait, c'est qu'on lui avait donné un cadeau, une seconde chance, et qu'il n'allait pas la gaspiller. Il conduisait plus prudemment, aidait les autres conducteurs quand il le pouvait, prêtait attention aux avertissements, qu'ils viennent des rapports météo, des radios CB ou des instincts qu'il ne pouvait pas expliquer. Et tard dans la nuit, lorsqu'il conduisait à travers l'obscurité sur une autoroute solitaire loin du Montana, il se demandait parfois si le policier Whitlock avait trouvé d'autres comme lui. D'autres conducteurs qui avaient besoin d'avertissements, qui étaient marqués pour la tragédie, qui pouvaient être sauvés si quelqu'un leur montrait simplement le danger à temps. Il espérait que oui. Il espérait qu'elle était toujours là-bas, faisant son travail, protégeant toujours les voyageurs, faisant une différence, un avertissement à la fois. Parce que l'alternative, qu'elle soit piégée seule sur ce col, incapable de se reposer, incapable de passer à autre chose, était trop triste à contempler. La glace noire ne s'annonçait jamais. Elle se formait en silence, invisible et mortelle, attendant les imprudents. Mais parfois, si vous aviez beaucoup de chance et beaucoup de bénédictions, vous receviez un avertissement avant de la heurter. Une voix à la radio. Une figure dans le terre-plein. Un ensemble de fusées qui ne devraient pas exister. Et si vous étiez intelligent, vous écoutiez. Vous ralentissiez. Vous surviviez. C'était la leçon que Thaddeus Merriweather portait avec lui pour le reste de sa carrière de conducteur, à travers des milliers de kilomètres et des centaines de nuits d'hiver. La route était toujours dangereuse, mais elle n'avait pas besoin d'être mortelle. Pas si vous prêtiez attention aux avertissements. Pas si vous vous souveniez que certaines gardiennes ne cessaient jamais de veiller.